Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors dans cette session, on va parler des 5 solutions AWS à connaître pour sortir son MVP plus rapidement. Alors on le sait, c'est un des facteurs clés de réussite du lancement de sa startup. Et aujourd'hui, on va vous présenter donc ces 5 solutions pour sortir son MVP plus rapidement. Et nous avons la chance d'être avec Charles Alban Benezech avec nous, qui a utilisé ces solutions en production et qui nous fera donc son retour. On verra même un diagramme d'architecture pour comprendre comment il les a utilisées. Alors, en ce qui me concerne, je suis Vivien de Saint-Pern, architecte solution AWS. Ça fait donc plus de 2 ans que j'ai rejoint l'entreprise. Avant ça, j'étais moi-même CTO d'une startup. Et donc, comme vous vous en doutez, je l'avais sorti donc, sur AWS. Et aujourd'hui, j'accompagne des startups très différentes en France dans le développement de leurs produits et sur la plateforme. Ce que nous avons vu, en fait, comme pattern de réussite du lancement de sa startup, c'est la bonne utilisation de son temps. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que quand on a une idée, qu'on cherche à l'éprouver sur un marché, le produit, il va falloir le construire et en général, vous n'êtes pas bien nombreux à le faire. Moi, personnellement, j'étais même tout seul. J'imagine que ça peut être le cas aussi pour vous. Vous êtes donc en ressources contraintes, c'est-à-dire qu'il va falloir s'outiller. Il va falloir choisir les bons outils pour aller rapidement, pour pouvoir itérer. Alors, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des problématiques que vous avez au lancement d'un produit, vous avez déjà une solution qui existe. Donc, en bref, ne réinventez pas la roue. Alors, ça paraît très simple, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que je dis beaucoup aussi. Ça ne sert à rien de réinventer la roue parce que tout ce que vous allez construire, vous allez devoir le maintenir vous-même. You build it, you run it, hein, c'est ce qu'on dit. Mais effectivement, dans les faits, ça peut vous faire perdre quelques semaines et vous pouvez donc en gagner un grand nombre de jours de développement simplement en choisissant le bon outil. Donc, prendre le temps de choisir ce bon outil au départ, ça va être une force pour vous pour les premières semaines de vie de votre startup. Alors, on va parler de ces 5 solutions, déjà pour bien les comprendre. Alors, la première solution, c'est Amplify. Amplify, c'est un outil qui va vous aider end-to-end. End-to-end sur la partie front, sur la partie back, sur la partie base de données. Sur la partie front, ça va vous aider à construire votre front, à intégrer des fonctionnalités comme l'authentification. Vous allez pouvoir parler à des API REST ou GraphQL. Et de la même manière, sur le back, vous allez pouvoir créer des API GraphQL et REST. Vous aurez aussi la possibilité de construire votre schéma. Vous aurez donc une base de données qui sera reliée, tout ça pour vous, et une partie hosting donc, qui vous permettra de redéployer dans différents environnements cette stack que vous avez créée. Donc, comme on peut le voir, en fait, déjà, c'est un gain de temps parce que tout ça, ça peut prendre quelques semaines à monter. Là, avec Amplify, en quelques minutes, quelques heures tout au plus, vous avez déjà un proof of concept qui peut se lancer. Alors, deuxième solution pour aller vite, ECS ou Elastic Container Service. Alors, on sait Docker, il y a pas mal de compétences sur le marché, en tout cas de plus en plus, c'est quelque chose qui vous permet d'aller vite. Aujourd'hui, utiliser Docker en production, même en test en fait, hein, ça peut prendre un peu de temps si vous le faites à la main. Un orchestrateur, c'est quelque chose de nécessaire. Il y a aussi Kubernetes, qui est très utilisé aujourd'hui sur le marché. Je vois pas mal de personnes qui se lancent dessus. Il faut savoir quand même qu'il y a un coût d'entrée technique. Si vous le connaissez, c'est très bien, mais si vous ne le connaissez pas, il y a cette première marche en fait à faire. Avec ECS, en quelques clics, vous pouvez déployer votre container sur le web et le rendre à disponibilité de vos clients. Ensuite, vous avez un pattern d'architecture qui s'appelle l'API serverless. Alors, un grand nombre d'entre vous vont utiliser des API pour voilà, vous nourrir un front, pour aussi potentiellement fournir du service à des clients qui vont appeler depuis un back-end. Donc, l'API serverless, c'est un gain parce que monter une API qui soit scalable, qui soit sécurisée, ça peut prendre du temps si vous le faites vous-même. Avec API Gateway, en quelques clics, vous avez un endpoint qui est disponible sur Internet. Vous pouvez même poster votre domaine dessus. Et sur chaque route que vous aurez dans votre API Gateway, vous pourrez pointer vers un service AWS et entre autres Lambda, Lambda qui est donc un service serverless d'exécution de code. Donc là, on le voit tout de suite que ça peut être intéressant parce que vous n'avez rien à manager sur cette couche-là et vous mettez à disposition une API qui est scalable en quelques minutes. Le dernier point qui est clé là-dessus, c'est que comme vous lancez une startup, comme vous commencez, vous n'avez pas forcément de budget, en tout cas pas beaucoup, pas encore, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Dans un deuxième temps, vous aurez plus de clients. Et peut-être que la nuit, par exemple, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de trafic. Et si vous n'avez pas de trafic, eh ben là, vous n'êtes pas facturé. Et là, c'est vraiment un gros gain, contrairement à des machines virtuelles que vous allez être facturé toute la journée pour leur utilisation.
Quatrième solution, on va parler de bases de données. Beaucoup d'entre vous vont utiliser des bases de données relationnelles, RDS sur AWS pour ceux qui connaissent. Donc c'est très bien, ça permet de répondre à pas mal de problématiques. Des problématiques entre autres de compétences, parce que créer une table, faire des requêtes dans une base SQL, c'est simple, mais vous verrez certainement que dans votre modèle, vous aurez quelques éléments qui vont un peu sortir du cadre. Par exemple, vous allez avoir des access patterns très différents, comme beaucoup d'écriture ou beaucoup de lecture, ou des éléments sur lesquels vous voulez de la performance sur certaines requêtes. Ces éléments-là, en fait, vont être un petit peu à l'encontre de la base relationnelle. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser d'autres formes de bases de données. Chez AWS, on parle du right tool for the right job, c'est-à-dire prendre le bon outil par rapport à ce que vous voulez faire. Il existe plus de 15 types de bases de données sur AWS, des bases de données qui vont être des bases de données graphes, du time series, du clé valeur, vous allez avoir du document. Donc n'hésitez pas, quand vous voyez quelque chose qui sort un peu du cadre de votre base SQL habituelle, n'hésitez pas à jeter un œil pour voir si ça ne pourrait pas vous faire gagner du temps. Et dernier point, on va parler infrastructure as code. Donc l'infrastructure as code qui vous permet de définir avec du code les ressources que vous voulez créer dans AWS. Donc en gros, au lieu d'aller dans la console, vous définissez un bout de code que vous pourrez mettre dans un Git. Vous pourrez faire des pull requests, vous pourrez vérifier, monter d'autres stacks. Donc ça, c'est très pratique. L'infrastructure as code, en fait, c'est quelque chose qui est assez utilisé. Il y a pas mal d'outils sur le marché, mais il y en a un en particulier qui, pour moi, représente un gain pour une startup au lancement. C'est le Cloud Development Kit. Le CDK va vous permettre de répondre déjà aux promesses de l'infrastructure as code de base, mais également en vous proposant des patterns tout faits, ce qu'on appelle des constructs, qui vont permettre d'aller très vite. Par exemple, en une ligne de code, vous pouvez créer un déploiement load balancé qui va scaler dans ECS. La même chose pour une API serverless. Ce sont des éléments en fait, qui aujourd'hui peuvent vous prendre du temps. Avec le CDK, ce sont quelques lignes de code. Un élément clé aussi auquel je pensais, c'est la création d'un VPC, donc un environnement de réseau. On le sait, il y a 10, 15, 20 ressources à créer. Là, c'est quelque chose que vous pouvez faire en une seule ligne de code. Voilà, alors on va parler à Charles Alban, qui a donc créé le projet iTex. Charles Alban, qui est donc CTO de YouMove. Donc Charles Alban a utilisé ces solutions. Il va nous faire un premier retour. Alors, est-ce que, Charles Alban, que la partie Amplify, tu l'as utilisée? Est-ce que tu peux nous parler de ton utilisation d'Amplify? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, en effet, Amplify, moi, je l'ai utilisé principalement au départ pour sa solution de hosting. Donc, il simplifie, donc, comme on a pu le voir, tout ce qui est déploiement de statique. Donc, on va pouvoir, de façon managée, avoir donc, un S3 avec le CloudFront, toute la partie provisioning DNS, HTTPS, qui va donc être wrappé à l'intérieur de la solution de hosting. Et en avançant donc, dans l'utilisation de cet outil, j'ai pu découvrir donc d'autres fonctionnalités comme le système d'authentification qui permet donc de wrapper des services comme Cognito et de rajouter donc des services de gestion des data avec GraphQL, avec REST. Donc tous ces services-là nous ont permis donc de développer plus rapidement en réduisant énormément le front en termes de travail et la courbe d'apprentissage pour nos développeurs. Très bien, d'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'à 15h30, il y a une présentation que tu vas faire en détail donc cette architecture. Donc 15h30, vous pourrez retrouver Charles pour détailler cet aspect-là. Tu as également utilisé ECS. Ouais, exactement. Donc ECS, moi, c'est un produit que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve très simple. Aujourd'hui, Kubernetes, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très répandu, mais il y a peu de gens qui viennent vraiment le maîtriser. Et c'est la courbe d'apprentissage pour des startups particulièrement qui ne l'utilisaient pas historiquement, elle peut être assez compliquée, ce qu'on ne va pas retrouver sur ECS. Et on va avoir beaucoup de fonctionnalités qui vont nous permettre, par exemple, d'utiliser des spots, d'utiliser du multi-architecture, qui vont nous permettre d'utiliser différents types d'instances uniquement en précisant, par exemple, la quantité de processeurs qu'on voudrait avoir dedans. Et son intégration avec les ALB les rend tout à fait comparables à des outils comme Kubernetes. Très bien. Alors, troisième point, la partie API serverless avec Lambda et API Gateway. Complètement. Donc ça, c'est un modèle qu'on va retrouver, par exemple, sur des frameworks, on a pu le voir sur le talk d'avant, sur serverless. Donc on va avoir donc, la stack un petit peu API Gateway, Lambda, DynamoDB. Donc ça, c'est une stack serverless assez répandue. Et on va aussi pouvoir avoir le même type d'implémentation avec GraphQL et AppSync.
La seule différence qu'on va pouvoir retrouver entre ces deux stacks, c'est qu'API Gateway, lui, nativement, ou du moins dans son implémentation primaire, ne va pas gérer le WebSocket, contrairement à GraphQL qui lui a AppSync, qui lui va le gérer nativement. Merci. Et sur la partie base de données, donc tu as utilisé des bases de données relationnelles, j'ai compris, mais pas que. Également DynamoDB. Complètement. Donc DynamoDB, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup parce que justement, on va avoir cette partie serverless, cette capacité de scalabilité qui va être très intéressante et on va aussi retrouver pas mal de fonctionnalités comme par exemple l'implémentation de time to live dans les records qui permettent donc de recycler les records donc on va avoir dans nos bases de données et on va retrouver aussi de la compliance avec SQL, ce qu'on ne va pas forcément avoir dans plusieurs autres types de bases de données non relationnelles. Très bien, merci. Mais je pense que ce serait encore mieux en images. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler ton architecture qui est donc faite des différentes briques qu'on a pu voir avant? Bien sûr. Donc, comme je le disais, en haut, on va retrouver la stack 1, donc basée sur ECS. On va avoir donc l'application load balancer qui va communiquer donc avec les services d'ECS, où on va pouvoir avoir une combinaison de différents facteurs permettant justement d'optimiser les coûts, comme par exemple l'utilisation de spot instance, d'autoscaling group et aussi de mixer ARM et x86. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir donc aller chercher dans tous les pools de toutes les AZ d'une même région, peu importe l'architecture des processeurs, on va pouvoir les récupérer donc des spots qui ont donc des coûts qui sont bien inférieurs à des machines on-demand. Et bien sûr, dans le cas où on ne serait pas capable d'obtenir des spots instances, on a la possibilité donc de fallback automatiquement sur des machines de type on-demand. Ensuite, on va retrouver donc la partie base de données, donc avec un read-write sur Aurora que j'aime particulièrement, en particulier parce que on va avoir ce système d'autoscaling group sur le read-only, où on va du coup justement pouvoir mettre à disposition un endpoint de read et autoscaler sur ce service-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une stack qui est, je pense, assez commune. Et on a la stack numéro 2, donc qui est plus elle serverless, qui va plus être dans l'air du temps de ce qu'on va retrouver aujourd'hui, basé par exemple sur Amplify, avec, comme je le disais tout à l'heure, AppSync, donc le service GraphQL, et API Gateway pour la partie REST, avec des lambda et DynamoDB. Donc ces deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je dirais que pour des tâches longues et très consommatrices, j'irai peut-être probablement sur la stack 1. Et si j'ai un réel avantage et un réel intérêt à avoir une base de données relationnelle. Et par contre, si j'ai besoin de beaucoup de scalabilité et d'être capable donc, de gérer des pics de trafic très forts, et donc avoir beaucoup de stress sur mon infrastructure, je pense que j'irai plus sur une stack 2. Très bien, justement, on va en parler. Là, il y a plusieurs technologies qui sont sur le schéma. Donc, les équipes techniques chez toi, donc les développeurs ou les ops, les DevOps, comment ça s'est passé la montée en compétences sur ces technologies-là? Est-ce que c'était rapide? Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc, disons que sur la première, ça a été un peu plus simple parce que ça suit des concepts assez communs et qu'on peut retrouver dans beaucoup de documentation aujourd'hui. Sur la deuxième, on a eu un petit peu plus de difficultés sur le ramp-up d'un point de vue apprentissage parce qu'on va avoir des notions qu'on ne va pas retrouver dans d'autres systèmes. Par exemple, la gestion de DynamoDB. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple au premier abord. Et la gestion, on ne va pas passer par exemple par un ORM. Donc le problème est que les développeurs vont devoir apprendre cette nouvelle façon de fonctionner. L'interaction avec les bases de données ou ces services-là, les lambda et ce genre de choses, le debugging va être un petit peu différent. Et donc on va avoir ce petit scale-up qui va devoir être fait par les équipes. Très bien, merci Charles. Pour terminer en fait cette session, le maître mot, ça va être donc de ne pas réinventer la roue, penser aux différentes solutions qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à tester. Au début, on a envie de se lancer, on a envie d'aller vite, on a envie de pas forcément passer du temps sur un choix d'outils. Mais en fait, le bon choix du bon outil pour votre projet, c'est vraiment clé. Vous allez gagner beaucoup de temps après. Donc là, aujourd'hui, essayez ces différents services pour vous faire une idée, pour voir si ça match avec votre besoin. Et pour lancer des prototypes ou pour lancer sa startup en production, après, ça s'avère être des outils qui vont vous aider sur le long terme. Voilà, cette
session est terminée. Merci beaucoup. Nous avons donc la session suivante sur l'hyperscalabilité qui va arriver avec les 5 piliers de l'hyperscalabilité qui va commencer dans quelques minutes. Merci à vous. Merci. Au revoir.